La semaine dernière, on a parlé de la notion de sfichim. S'il y a des questions là-dessus, je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui. Tu as un jardin à côté de la maison? En France, c'est pas... En Israël. C'est permis d'arroser. L'arrosage n'est pas interdit complètement. C'est permis, mais bien entendu, seulement si c'est pour, on va dire, préserver la vie de la plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme ça, Mina Torah, l'arrosage, c'est permis. D'après la Torah. Les Chachamim ont interdit l'arrosage. Maintenant, attention, ils n'ont pas interdit complètement l'arrosage. Ils ont permis uniquement l'arrosage qui est réalisé pour sauver la vie des plantes. Ça veut dire quoi? Alors, celui qui a des plantes à la maison, des arbres ou des fleurs, il comprend ce que je suis en train de dire. Dans l'arrosage, il y a deux types d'arrosage. Il y a le strict minimum pour ne pas que la plantation meure. Et il y a un deuxième type d'arrosage. C'est un arrosage qui est là pour permettre à la plante de mieux se développer, de fournir beaucoup de fruits. Plus on va arroser, et plus la plante va se développer, donner des fruits. Oui? Attention, et si on arrose trop, ça peut tuer la plante aussi. Mais on n'en est pas arrivé là. On parle des deux premières catégories. Il y a l'arrosage minimal qui est là pour sauver la vie de la plante. C'est-à-dire que la plante ne va pas s'assécher, elle ne va pas mourir, mais elle ne va pas trop se développer. C'est uniquement ça que les Chachamim m'ont permis. Alors, comment on peut faire pour savoir? Il y a une dose, bien sûr. Il y a une dose. Et je ne veux pas... Pardon? Pour chaque plante, il y a une dose. Ah, pour être rabbin, il faut être jardinier aussi. Alors, je vais vous dire, comment on fait pour savoir? C'est pas très compliqué. Il y a des tableaux qui ont été, qui sont publiés avec la dureté de l'eau. Alors en fait, l'arrosage d'une plante dépend de 4 ou 5 facteurs. J'en parle dans le livre. Vous pouvez avoir la même plante, le même arbre, la même fleur, et suivant 4 ou 5 facteurs, le besoin en eau pourra varier. Je vous donne un exemple. Vous prenez, on va dire, un pommier. Tout dépendra de la profondeur de terre qu'il y a à côté de l'arbre. Si vous avez 1 mètre de profondeur de terre, alors c'est sûr qu'il y aura plus d'humidité conservée dans la terre que si la profondeur de terre est 30 ou 40 cm. Oui ou non? Plus la terre elle est profonde, plus les racines vont vers le bas et plus elles ont d'où tirer leurs besoins en eau. Donc, un pommier qui se trouve dans un endroit où il y a 1 mètre de profondeur de terre et un autre pommier qui se trouve dans un endroit où il n'y a que uniquement 30 cm de terre, c'est sûr que là où il y aura 30 cm de terre, on aura plus besoin d'eau que dans l'autre premier. Deuxièmement, suivant l'emplacement par rapport au soleil, si un arbre il est beaucoup plus sa disposition elle est plus durant la journée, pendant plusieurs heures, elle est exposée, très bien, exposée plus longtemps au soleil, ça va assécher la terre et il y aura plus besoin d'eau. Par contre, un autre pommier qui est moins exposé, il y aura besoin de moins d'eau. L'arroseur automatique. Alors, Ça marche au début de l'année, on branche tout pour toute l'année, on est tranquille. Alors, pour comprendre votre question, je termine d'abord ce que je voulais dire. Donc déjà, vous voyez bien que la même plante, le besoin en eau peut varier. Maintenant, vous pouvez avoir 2 arbres différents. Ça, je ne m'y connais pas, il faut demander aux agriculteurs professionnels. Je ne sais pas, par exemple, le pommier, il a plus besoin d'eau qu'un manguier. C'est peut-être comme ça. Donc là, on pourra arroser plus un arbre que d'autres. Maintenant, pour savoir les besoins en eau de chaque plante, c'est simple. On va chez un jardinier professionnel.
Alors tous les jardiniers, on va dire, assez professionnels, hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas trouvé quoi faire dans la vie, et il s'est dit, tiens, je vais aller planter des arbres chez les gens. Non, ça c'est pas... Il y a le ministère d'Agriculture, ils ont des... Alors vous prenez un jardinier professionnel, alors lui il va vous dire, voilà, ton arbre il lui faut 10 litres par jour. Alors en général, vous pouvez réduire de 1/3 jusqu'à la moitié de ce qu'il vous dit. Quand lui, le jardinier, il va vous dire que cet arbre, il a besoin de 10 litres par jour, ça veut dire 10 litres pour que ça se développe correctement, que ça donne des beaux fruits, etc., etc. Si vous réduisez de moitié, c'est sûr que l'arbre ne risquera aucun danger. D'accord ? Maintenant, après tout ça, il y a l'expérience. Si vous me demandez à moi, un pommier, il y a besoin de combien ? Je vous dis 2-3 litres par semaine. Et il ne mourra pas. J'ai déjà des arbres à la maison, je peux vous dire que 2-3 litres par semaine, c'est sûr qu'un arbre... Maintenant, comment faire pour savoir si une plante elle a besoin d'eau ? Alors c'est simple, n'importe quelle plante, arbre, il suffit de voir les feuilles. Lorsque ça commence à se flétrir un petit peu, ou bien les feuilles commencent un peu à tomber, c'est un signe de soif et on peut arroser. D'accord ? Ça, c'est vraiment le strict minimum. Donc, ça, c'est plus ou moins la réponse à ta question. Donc, arroser pendant la Shemitah, c'est assour midirabanan. Et ça n'est permis que si c'est réalisé pour sauver la vie de la plante. Voilà, oui. Alors, quand on jette de l'eau, par exemple, C'est assour. On n'a pas le droit de jeter de l'eau comme ça n'importe comment. Parce que ça arrose. Ça arrose. Vous avez pas de canal sur ça? C'est aucune canal. Il y a une bataille d'eau par exemple. l'eau de la serpillière, par Une exemple. bataille d'eau dans le jardin et ça arrose en même temps. Alors, il y a une grande... ce sont de grands points qui sont discutés par les poskim. Est-ce que pendant la Shemitah, psik reché, alors il y a comme pour Shabbat, psik reché de nichale ou psik reché de lo nichale. C'est sûr que lorsque l'on va jeter de l'eau, c'est sûr que ça va faire pousser. Maintenant, est-ce que c'est nichale ou lo nichale? Est-ce que ça nous intéresse? Alors, la majeure partie des poskim disent que si c'est psik reché de lo nichale, c'est permis. Vous avez un verre d'eau, vous voulez jeter par-dessus, par la fenêtre, et en bas il y a de l'herbe. Si peu vous importe que ça arrose ou pas, ça veut dire quoi, peu vous importe? Il ne faut pas se mentir à soi-même, attention. C'est sûr que si on jette un verre d'eau sur la pelouse, c'est sûr que ça nous intéresse. Alors il faut que ce soit vraiment lo nichale, peu importe. Il y a aussi dans les poskim une différence entre lo ichpatle et lo nichale. Lo ichpatle, ça veut dire peu m'importe. Mais ça ne veut pas dire que ça me dérange. Lo nichale, ça veut dire que ça me dérange. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a aussi le problème des masganim. Quand il y a un masgan, il y a le fameux tuyau qui sort et ça arrose. Alors, il y en a qui disent que pendant la Shemitah, il faut le diriger vers un autre endroit. Il y en a qui disent que pendant la Shemitah, il n'y a pas besoin, on peut le laisser, puisqu'on ne fait rien. On ne fait rien, on ne fait pas une action. Maintenant, il a demandé la question pour les arrosages automatiques. Alors, la majeure partie des poskim disent que c'est permis. Avant la Shemitah, je règle la minuterie pour que l'arrosage se fasse automatiquement. Et pendant la Shemitah, je ne fais rien, c'est permis. Donc, de cette manière, j'ai le droit de régler la quantité d'eau, même si c'est une quantité qui est supérieure à celle qui est strictement nécessaire. Vous avez compris? Rav? Très bien. Maintenant, il y en a qui disent que c'est quand même interdit. Pourquoi? Parce que pendant la Shemitah, ce qui est interdit, c'est pas seulement mon action. C'est également ma terre qui doit se reposer. Donc, il y en a qui disent comme ça, qui pensent que le repos de la terre pendant la Shemitah, c'est pas uniquement si c'est moi qui travaille dans ma terre. Imaginez-vous qu'il y a un singe qui vient dans ma terre et qui arrose, qui commence à labourer. Je suis obligé de lui faire peur et de le retirer. Pourquoi? Parce que je dois faire en sorte que ma terre se repose pendant la Shemitah. Peu importe le moyen par lequel ma terre ne se repose pas. Donc d'après ces poskim
qui disent que c'est la terre qui doit se reposer, alors d'après eux, c'est un problème. Et en effet, il y a des poskim qui pensent comme ça. C'est interdit d'arroser. Arroser une terre même s'il n'y a rien, ou d'arroser une terre seulement s'il y a des arbres fruitiers. Et est-ce que c'est des arbres fruitiers qui donnent des fruits, ou même si c'est une petite plante qui donne pas? Non. L'arrosage est interdit, même si ce n'est pas un arbre fruitier. Une fleur, ça ne se mange pas. Ah, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit d'arroser. La terre. Non, mais il y a deux choses. Autour de Il y a le Issour Melacha pendant la Shemitah, c'est d'arroser. Mais non, qu'est-ce qui est Efker? C'est le fruit, pas l'arbre. Mais arroser, c'est interdit d'arroser même quelque chose qui n'est pas Efker. Même dans un pot, c'est considéré comme de la terre. Alors, le problème des pots, ça dépend. Si le pot il est à l'extérieur ou à l'intérieur, si c'est au rez-de-chaussée ou au premier étage. Ça, j'en parle un peu dans le livre, il y a un chapitre là-dessus. Dans certains cas, c'est permis. Dans certains cas, c'est complètement interdit. Dans certains cas, c'est complètement permis. Donc, on en parle c'est la Souga des Hatitzim. Voilà, donc ça, c'est en ce qui concerne la minuterie que l'on règle avant la Shemitah. Alors, d'après ces poskim qui disent que c'est ma terre qui doit se reposer, alors j'aurais pas le droit de régler avant, j'aurais le droit de régler avant la Shemitah, mais seulement la quantité d'eau minimale. Alors, c'est une marloquette. Là aussi, on suit les poskim qu'on a l'habitude de suivre. Oui. Si c'est une année où il fait que pleuvoir, est-ce qu'on a l'obligation de couvrir sa terre? Mais c'est pas vous, quand ça pleut, c'est Hachem. On a dit que justement, il y a certains qui pensent que c'est... Oui, vous avez raison, mais là, c'est pas vous qui faites, c'est Hachem. Ah, j'ai compris ta question. Très bonne, c'est une bonne question. Non, il pose une bonne question. Il dit, d'après les poskim qui disent que c'est la terre qui doit se reposer, c'est pas moi qui fais l'interdiction, c'est la terre qui doit se reposer, est-ce que je dois couvrir la terre? C'est une bonne question, très bonne question. Ça aussi, c'est marqué nulle part. C'est une très bonne question. Permettez-moi un instant, je vais la noter. Non, c'est une bonne question. Je vais voir si on en parle. Alors, aujourd'hui, on va parler de la notion de Otsar Beddin. Vous avez déjà entendu parler de ce que c'est que le Otsar Beddin? Non? Alors regardez, il y a une braïta dans Masechet Shvit qui dit la chose suivante. Donc à l'époque, les champs se trouvaient à l'extérieur de la ville. Oui, il n'y a pas de champs dans la ville, d'une manière générale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc chacun rendait Efker ses fruits. Il y avait des pommes, des pêches, toutes sortes de fruits. Et pendant la Shemitah, il y a une mitzvah de rendre Efker tous ses fruits. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Une fois que la Shemitah arrivait, tout le monde sortait de la ville, ils allaient dans les champs, ils rapportaient des fruits à la maison. Ouais, tout est Efker. Très bien. Maintenant, attention, on a vu la semaine dernière qu'il est marqué dans le Passouk Et sefiach ketzircha lo tiktzor. Les sfirim, on n'a pas le droit de les récolter. Alors, on avait vu que Rashi, dans le Chumash, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas le droit de récolter les sfirim? J'ai pas le droit de récolter d'une manière habituelle. C'est pas que pendant la Shemitah, j'ai pas du tout le droit de récolter. J'ai le droit de récolter pendant la Shemitah. Mais uniquement une quantité nécessaire pour quelques jours, pas plus que cela. Si je commence à récolter beaucoup plus que cette quantité, ça montre que c'est pas Efker. Ça montre que je vais m'approprier plus de fruits qu'il n'en faut. Très bien. Donc les gens allaient dans les champs pour récolter des fruits. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim se sont aperçus qu'il y avait certaines personnes qui allaient dans les champs et qui récoltaient énormément de fruits. Des dizaines et des centaines de kilos. Ils arrivaient en ville, parfois ils revendaient les fruits, et parfois ils stockaient chez eux. Et ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Pardon? Parce que c'est l'otiktor, on n'a pas le droit. Et tsefiar, ketzircha l'otiktor. Celui qui récoltait plus que le besoin de quelques jours, ou au maximum une semaine pour sa famille, il transgresse à l'otarase minatora, et était chayav malkout. Donc et deuxièmement, celui qui prenait énormément de fruits, il ne laissait pas des fruits pour les autres.
Les autres arrivaient et les champs étaient vides. Comment ils faisaient alors pour les mariages, les réceptions, un truc comme ça, où ils avaient besoin de beaucoup de fruits? Alors c'est permis, si c'est le besoin, ça s'appelle le besoin. Non, si c'est le besoin, c'est le besoin. Ça s'appelle le besoin. Quelqu'un qui a une bar mitzvah, il a 350 invités. Alors lui, il aura le droit de prendre pour 350 personnes. Le traiteur qui va prendre 150 kilos de fruits, par exemple, il va les vendre. C'est fou. Alors, attendez, on va voir. D'abord, on parle du besoin minimal. On y arrive. Mais pas pour un traiteur. Un traiteur, ça s'appelle pas un besoin, ça s'appelle un besoin. Bien sûr, ça s'appelle un besoin. Un traiteur, c'est maintenant vous commandez 350 plats, moi j'ai le droit d'aller, de prendre 350 plats et de vous les vendre. Alors, vous parlez pour les traiteurs aujourd'hui, comment ça se passe? Je parle à l'époque de la Mishnah. Un traiteur qui avait besoin de 350 fruits, il avait le droit puisque c'était un besoin. C'est pour vendre, c'est son travail, c'est pas pour lui. Un besoin, c'est quand c'est pour Non, alors je vais vous dire, quand le traiteur en fait il va prendre les 350 fruits, c'est pas lui qui va les prendre. Il va y aller en étant mandaté par le client. C'est le client qui l'envoie. On va en parler un peu de la notion de traiteur, comment ça se passe. En fait, c'est comme si c'était le client qui vient lui-même dans les champs prendre ses fruits. Il a le droit. un chaliard. Il doit pas payer Comme un chaliard, très bien. il doit pas payer la quantité de manger alors le client. Il doit pas payer le prix de ses tomates, de tous ses fruits, de ses légumes. On va en parler. Maintenant, je suis en train de parler de l'interdiction de récolter. On va voir comment ça se passe pour le traiteur. Si ça se conserve, pourquoi on a le droit de garder une quantité que pour quelques jours? Sinon, je prends des pommes de terre, ça me garde un mois et demi. Au lieu d'aller 10 fois au champ, je vais une fois au champ et c'est suffit. C'est ce que la Torah interdit. L'otiktsor, pendant la Shemitah, Non, je dis, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de frigidaire, on peut bien conserver tout, donc il y a peut-être le problème, c'est pas la même chose. Là, ils prennent peut-être pour rien, ils prenaient des grosses quantités qui. non, d'abord, ils prenaient pas que pour les pommes de terre. Et deuxièmement, quand la Torah dit l'otiktsor, on n'a pas le droit de récolter d'une telle manière où on pourrait s'apercevoir que la personne, elle veut s'approprier, faire des réserves, voilà. C'est FKR, c'est pas à toi, tu prends que ce que tu as besoin pour la semaine. C'est une semaine d'après le. Il y en a qui disent 3 jours, il y en a qui disent pour une semaine. Justement, pourquoi? Pour ne pas avoir à aller dans les champs tous les 2 jours. Très bien. Quand les Chachamim se sont aperçus que les gens allaient récolter plus que ce qu'il ne fallait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est marqué dans la Tosefta de Masechet Shvit, Perekhet, Mishnah Aleph. Barishona ayu shluche beddin yoshvim al pitre ayarot. Le beddin de chaque ville a nommé des chomrim aux portes de chaque ville. Tout celui qui arrivait avec des fruits et des légumes, confisqué. On confisquait tout. Et on ne lui laissait que, on lui demandait, fais voir ta Teudat Zeut, combien tu as d'enfants? 7, 8, alors bon, les oranges, on va dire 2 oranges par jour, 8 pour 3 jours, ça fait, allez, 60 oranges. Et qu'est-ce qu'on faisait du reste? Le Beddin confisquait tout ça, et le gars, donc il y a déjà la notion de Beddin, et elle mettait ça dans un Otsar. Otsar Beddin. Elle mettait ça dans des réserves. Et tous les vendredis après-midi, on redistribuait à nouveau pour chaque famille une quantité de fruits qui était nécessaire pour le Shabbat et les quelques jours à venir. Voilà. Kol mi shemevi perot betoch yado notlin otan mimenu. On lui prenait. Venotnim lo mehen mazon shalosh seudot. Dans la Braïta, c'est marqué 3 repas. C'est-à-dire pour 1 jour ou 2 maximum. Ve'ashar machnisin oto leotzar sheba'ir. D'accord? Ensuite, la Gemara, elle parle de Erev Shabbat, on redistribuait, etc., etc. Ça, c'est la notion de Otzar Beddin. Maintenant, il y a une question qui se pose. Le Beddin, il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Alors nous, on n'a pas le droit de récolter. Le Beddin, c'est aussi un juif. Comment il s'approprie toute la récolte? Et contre la Torah, on n'a pas le droit. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est comme ça qu'on va dans tous les Rishonim. Lorsque les fruits sont confisqués par le Beddin, ils sont encore hefker. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Beddin ne s'approprie pas les fruits, comme vous avez dit, il les gère. Mais les fruits sont encore hefker. D'ailleurs, à tel point qu'une personne qui veut venir dans les dépôts du Beddin, il a le droit de voler.
entre guillemets. Il a le droit de prendre. C'est pas au Beddin. Le Beddin, il a la force de gérer les fruits afin de les distribuer d'une manière équitable. D'une manière équitable. En quoi il a plus de force quand même? Il y a des frais. Parce que le Beddin, lui, il est là pour mettre l'ordre dans la société. Alors maintenant, attention, quand le Beddin les prend, il n'a pas la kavana de faire un kinyan sur les fruits. Comprenez? Ce qui est interdit, c'est de s'approprier les fruits. Le Beddin ne s'approprie pas les fruits. Et je m'attarde un peu là-dessus parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe pour les fruits et les légumes, vous allez voir. Donc en fait, lorsque le Beddin va fermer les fruits dans ses réserves, c'est pas avec une kavana de faire le kinyan. Les fruits sont encore efker. Et il les garde pour que les voleurs ne viennent pas les prendre. Ou bien ceux qui veulent exagérer n'exagèrent pas. Il est redistribué gratuitement. Bien sûr qu'il est distribué gratuitement. Il y a des frais de transport. Alors attendez, on va y arriver. Ça c'était à l'époque de la Mishnah. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cette braïta? On apprend deux choses. On apprend que le Bet Din a le droit de ramasser des fruits, de les entreposer pour les redistribuer plus tard. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils peuvent les prendre directement dans le champ, les fruits, de peur que les gens... Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va dans les champs pour prendre des tonnes de pommes ou des centaines de kilos de pommes. Oui ou non? Qui va dans les champs aujourd'hui? Personne. Pardon? Non, en tous les cas, personne de la communauté. Maintenant, une personne qui a des champs, des vergers, qu'est-ce qu'il va en faire? Alors, il va aller chez le Beddin, il va dire, voilà, monsieur le Beddin, je vous confie mon champ. Tous les fruits, occupez-vous-en. Donc, le Beddin, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas attendre, comme au temps de la Mishnah, que les gens vont dans les champs et il va confisquer les fruits. Non, directement, comme il a dit, il va dans les champs, il va ramasser tous les fruits. Et bien entendu, attention, là, ce n'est pas interdit parce que le Beddin ne les récolte pas pour se les approprier. Il les récolte pour les distribuer. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les distribuer. Et c'est ce que vous allez voir un peu partout à Yerushalayim ou dans tous les points, dans toutes les villes religieuses. Vous allez voir Otsar Beddin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Beddin qui a pris la gérance d'un champ de fruits, qui les a récoltés et qui va les distribuer. Alors bien entendu, comme tu as dit, il y a des frais. Le Beddin, il va engager des transporteurs, il va engager des ouvriers pour faire la récolte, il va engager, assez souvent, il va engager le propriétaire du champ lui-même. Parce que le propriétaire du champ, il a déjà les engins agricoles, il a déjà les tracteurs, il a déjà les machines pour faire la récolte. Et donc, ils vont être payés pendant la Shemitah. Donc, au lieu d'engager des étrangers, il va engager le propriétaire du champ. Donc là, en quelque sorte, le propriétaire du champ, il a quelque chose à gagner en transmettant ses fruits au Beddin. D'accord? Alors, lorsque nous, on va acheter des fruits du Otsar Beddin, acheter entre guillemets, en fait, on ne va pas acheter les fruits. Les fruits sont gratuits, comme on a dit tout à l'heure. On n'a pas le droit de prendre plus que ce dont on a besoin pour une semaine, on va dire. On n'a pas le droit d'acheter des fruits, on n'a pas le droit d'en prendre plus que ce qu'il en faut. Mais le prix que l'on va payer, quand vous allez voir des fruits d'Otsar Beddin, ça sera quoi? Ça sera uniquement les frais que le Beddin a engagé, a déjà avancé pour la récolte et la distribution. On va rembourser au Beddin les frais qu'ils ont avancés. Alors normalement, ça devrait être moins cher. Normalement, ça devrait être moins cher. C'est pas toujours moins cher. Pourquoi? Bon, c'est évident, il y a une seule réponse. Normalement, logiquement, ça devrait être moins cher. Mais c'est pas toujours moins cher parce que, étant donné que les quantités sont moins importantes, alors les frais sont toujours plus chers. Si vous avez un transporteur, oui, qui peut prendre, on va dire, 3500 caisses de tomates, il arrive du sud d'Israël. Alors, il rassemble la production de 3 ou 4 agriculteurs. Il leur dit, voilà,
je fais un petit tour dans le sud et je vous ramène tous vos caisses de tomates. Maintenant, le Beth Din, lui, il se peut que pendant la Shemitah, les tomates, les pommes ou les pommes de terre ou les pêches ou les poires, les frais du transporteur ne vont pas être partagés en 4, puisque dans la région, il n'y a qu'un seul agriculteur qui veut garder la Shemitah. C'est simple. Et là, ça pourrait être même plus cher. Et là, on achète du Otsar Beddin. Oui. En fait, que pour 2-3 jours, on n'a pas le droit d'acheter, le droit d'acheter un sac de patates pour 2 mois. Non. On n'a pas le droit. C'est marqué qu'il faut acheter maximum pour la semaine. Et le Sarbaline, il vérifie à notre époque aussi qu'on prend bien. Non. Alors, dans les fruits et les légumes, le Beth Din ne vérifie pas trop. Parce que les gens, ils vont pas prendre des brugnons pour 3 semaines, ça s'abîme. Pardon? Non, dans les légumes, au début de la Shemitah, il peut y avoir Otsar Beth Din. Au début. Non, ça, c'est pas Shemitah. Non, il peut y avoir. Les premières semaines de la Shemitah. Après, vous avez raison. J'ai dit la semaine dernière qu'il peut y avoir dans les premières semaines de la Shemitah des légumes qui ne sont pas Sfirim et qui sont Otsar Beth Din. Ils sont pas Shvit. Et qui sont Shvit. Ils sont Shvit. Je vous ai dit qu'il y a l'opinion du Rambam, d'après le Rambam. Et d'après le Rash, c'est pas Shvit, mais il peut y avoir quand même des légumes qui sont Otsar Beth Din, dans certains cas. Mais pas beaucoup. Pendant les premières semaines uniquement. Et après, c'est que les fruits des arbres. Alors, ça, les Beth Din ne font pas très attention. Maintenant, là où le Beth Din va faire attention, c'est en ce qui concerne le jus de raisin, ou l'huile d'olive. Là, le Beth Din ne va pas donner à tout le monde beaucoup de caisses de jus de raisin. Il va donner une caisse, chaque famille, maximum. Si c'est une grande famille, peut-être 2 caisses. Là, on va limiter. On ne pourra pas venir acheter 5-6 caisses de jus de raisin de Otsar Beth Din. D'accord? Là, vraiment, le Beth Din, il va faire attention. Pour pouvoir faire profiter le plus de monde possible. Est-ce que c'est écrit quels sont les shiurim pour un homme? Combien un homme il boit en 3 repas? Alors, c'est simple. Prenez, dans le livre, je ramène un exemple, par exemple, des oranges. Si on mange des oranges pendant un repas au dessert, chacun, vous êtes une famille de 8 personnes, une orange par repas, ça fait 8 oranges. Si vous prenez 2 repas par jour, on va dire 16 oranges par jour. Si c'est 3 jours, 3 x 16, 48. 48 oranges. C'est tout, c'est pas compliqué. Ça, c'est en ce qui concerne les oranges. Maintenant, si c'est des pommes, que vous en mangez moins, alors on fait le calcul. Chacun, il sait ce qu'il a l'habitude de manger pendant 3 jours ou une semaine. C'est personnel, c'est par rapport à soi, c'est pas une généralité. Non, ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins de chaque famille. Chacun avec sa Yirat Shamayim, vis-à-vis d'Hachem, il sait très bien que lui, il va manger 70 oranges pendant la semaine. Il peut en prendre 70, 75, il n'y a pas de problème parce qu'il y en a 5 qui vont être peut-être pourrir. D'accord? Bon, je vois qu'il est l'heure. La prochaine fois.